Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est bien 23 h et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, nous allons faire un tour autour de l'esclavage à base de la sorcellerie. Il s'agit en fait d'une série d'émissions. Je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipod qui est le concepteur de cette émission et que je ne présente plus, vous donner plus de détails par rapport au thème que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt. Je dis bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Voilà, nous avons réfléchi qu'il faut essayer d'aller par rapport à l'actualité. Dernièrement, on parlait d'une situation qui s'est passée dans une des villes du Cameroun, à en Banga, oui, avec une personne qui peut-être serait un sosie d'une dame décédée. Bon, mais des phénomènes du genre se passent. Alors, il faut donc parler du cannibalisme, qui est, sur le plan occulte, une manière de manger de la chair humaine dans la sorcellerie. Alors, il faut aussi parler du con et de femme-là, c'est-à-dire l'esclavage qui se passe à travers la sorcellerie ou bien à travers des mécanismes de portation, d'envoûtement et tout. Nous allons donc essayer d'expliquer ces choses en rapport avec la série d'émissions qui s'est passée où nous étions en train de parler de l'anatomie occulte de l'homme, pour voir à quel moment l'homme peut se prémunir de ces genres de prédateurs qui soit peuvent manger de votre chair dans le genre de cannibalisme voilà, occulte, ou alors dans ce que nous avons bien voulu expliquer, le con, le femme-là, c'est-à-dire des pratiques qui peuvent amener à ce qu'on soit protégé parce qu'on comprend comment fonctionne notre corps. Et c'est pour cette raison que, au lieu de commencer à parler des dédoublements et tout, nous avons plutôt préféré rendre plus pratique l'émission. Parce que nous avons expliqué les sept différents corps parlant de l'anatomie du corps humain. Alors maintenant, quelles sont les parties qu'on utilise pour faire quoi dans tout cela? Mais avant qu'on arrive à expliquer les parties du corps, il faut d'abord qu'on parle des phénomènes qui sont tels que les gens disent on l'avait mangé à la sorcellerie, des phénomènes comme pour dire que bon, on l'a vendu aux femmes là et tout, bon, toutes les ventes occultes qui se passeraient, soit l'utilisation des organes, soit les parties du corps, quelqu'un donne son œil contre de l'argent et tout. Alors nous engageons dans une série d'émissions qui va essayer à notre petit niveau, sur le plan métaphysique, d'expliquer comment ces choses se passent. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aviez compris, ce soir, nous allons parler du cannibalisme occulte, ce que nous avons l'habitude de dire, on l'a mangé dans la sorcellerie, comme le professeur l'a si bien dit. Donc, moi, je vous propose de bien vous asseoir. Le prochain arrêt, en fait, ça sera non pas la chronique, mais nous allons commencer ce soir par la réflexion et ensuite, nous allons vous proposer votre chronique. La plupart des gens estiment qu'ils sont doués de libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de choisir et décider librement de leurs actes. Sauf que ça fait maintenant quelques dizaines d'années qu'il y a des expériences de neurosciences qui remettent assez sérieusement en question cette idée de libre arbitre. Au point que certains en sont venus carrément à penser que le libre arbitre, ça n'existe pas, c'est juste une illusion. Alors la première de ces expériences, elle a eu lieu dans les années 80, elle a été faite par un neuroscientifique américain qui s'appelle Benjamin Libet. Ce qu'a fait Libet, c'est qu'il a pris des sujets, il les a tranquillement installés sur un fauteuil, confortablement, et il leur a attaché un petit capteur sur le doigt. Et il leur a dit de bouger le doigt quand ils voulaient, quand ça les chantait. Et en même temps qu'il faisait ça, il faisait défiler devant eux une trotteuse qui tournait assez rapidement, un peu comme celle-ci, et il demandait aux gens de repérer où se trouvait la trotteuse au moment où ils prenaient la décision de bouger leurs doigts. Et donc, grâce à ce petit dispositif, Libet pouvait savoir quand est-ce que les gens avaient décidé de bouger, et grâce au capteur, quand est-ce qu'effectivement ils avaient bougé.
Et ce qu'a pu constater Libet, c'est que la décision de bouger se produit environ 200 millisecondes avant le mouvement. Alors a priori, il n'y a absolument rien de choquant à ça, hein. La décision se produit avant de bouger, il y a un petit temps de latence qui peut être lié au fait que l'information voyage dans les nerfs ou peut-être les muscles doivent se mettre en route. Et ce petit temps de latence, il est de 200 millisecondes. Sauf qu'en même temps, Libet faisait à ces sujets un électroencéphalogramme. Donc un électroencéphalogramme, ça consiste à placer des électrodes sur la tête du sujet et à mesurer l'activité électrique de leur cerveau. Et notamment, Libet mesurait un signal qu'on appelle le potentiel de préparation motrice. C'est un signal électrique qui est connu pour préparer les mouvements. Et ce qu'a constaté Libet, c'est que le signal commençait à s'élever avant le mouvement et puis retombait à peu près au moment du mouvement. Sauf que si vous regardez bien cette courbe, vous voyez que le signal commence à s'élever 600 millisecondes avant le mouvement. Et je vous ai dit tout à l'heure, la décision de bouger, elle se produit 200 millisecondes avant le mouvement. Ça veut dire que l'activité électrique dans le cerveau qui prépare le mouvement, elle commence 400 millisecondes avant la décision de bouger. Alors cette expérience, elle a l'air très perturbante. Elle semble nous dire que notre cerveau commence à initier nos actions bien avant qu'on ait décidé de les faire. Dans ces conditions, je vois pas comment je pourrais avoir un libre arbitre, hein. Si quand je décide de bouger le doigt, en fait, mon cerveau a déjà décidé depuis 400 millisecondes que j'allais bouger le doigt, tout ça semble dire que le libre arbitre, c'est effectivement juste une illusion. Alors si ces expériences vous inquiètent, sachez quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus entre les spécialistes sur quelle est la bonne manière de les interpréter. Et notamment, les philosophes et les neuroscientifiques sont pas forcément toujours d'accord sur qu'est-ce qu'il faut en conclure. Mais c'est quand même assez intéressant de regarder quels sont les différents camps en présence. Donc, il y a certaines personnes qu'on appelle les déterministes durs. Donc ceux-là, ce sont ceux qui pensent que les lois de la nature sont déterministes, notre cerveau obéit aux lois de la nature, et donc toutes nos actions, toutes nos décisions, c'est juste la conséquence de réactions chimiques qui se produisent dans notre cerveau, qui peuvent dépendre de nos perceptions, de nos gènes, de notre environnement, mais que, en définitive, il n'y a absolument aucune notion de libre arbitre là-dedans, tout est déterminé, et donc tout se passe comme si on était des robots faits de chair et d'os, mais que le libre arbitre ne soit qu'une illusion. La plupart des gens normaux pensent que le libre arbitre existe quand même. Ok, ils reconnaissent qu'il y a des réactions chimiques dans notre cerveau, qu'on est influencé par nos gènes, nos perceptions, notre environnement, mais que, en définitive, on peut quand même agir sur tout ça avec notre volonté. Cette vision-là, elle n'est pas très différente de celle que proposait déjà Descartes il y a plusieurs siècles. Vous savez, Descartes disait « le monde se divise en deux catégories », c'est ce qu'on appelle le dualisme. Il y a le monde matériel, auquel appartient le corps, et qui obéit aux lois de la nature, qui éventuellement sont déterministes, et il y a le monde spirituel auquel appartient l'esprit. Et l'esprit peut agir sur le corps. Alors cette vision-là, elle est très rassurante parce qu'elle permet de sauver l'idée du libre arbitre. En même temps, il faut bien reconnaître que c'est quand même cette vision-là qui est le plus attaquée par les expériences de Libet et consorts. Et puis il faut savoir que le dualisme aujourd'hui est quand même pas très populaire parce qu'il pose plein de problèmes philosophiques. Et donc chez les gens qui sont un peu spécialistes de la question, il n'y a pas grand monde qui pense que cette vision-là puisse être correcte. Alors il existe une troisième position un peu intermédiaire qu'on appelle le compatibilisme. C'est les gens qui pensent que le déterminisme et le libre arbitre sont compatibles. En fait, ce qu'ils disent, c'est que oui, effectivement, nos actions dépendent de réactions chimiques dans notre cerveau, qui dépendent de nos gènes, de nos perceptions, etc. Mais en définitive, c'est quand même notre cerveau qui détermine nos actions. Donc voilà, on n'a qu'à appeler ça libre arbitre. Alors je sais pas vous, mais moi, cette position-là, j'ai un peu l'impression que c'est triché. C'est-à-dire que on redéfinit ce qu'on appelle le libre arbitre juste pour sauver l'idée qu'on a un libre arbitre. Bon, en même temps, il faut un peu comprendre les gens qui pensent ça, parce que si demain, tout le monde était convaincu que le libre arbitre n'existe pas, il pourrait y avoir des conséquences sociétales qui seraient assez catastrophiques. Aujourd'hui, tout notre système de justice est basé sur l'idée de responsabilité individuelle. C'est-à-dire que si je commets un crime, on va pouvoir me juger et éventuellement me condamner parce que je suis responsable de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de ne pas le faire, j'aurais pu faire autrement. Sauf que si demain on dit le libre arbitre n'existe pas, comment vous voulez me dire que j'avais la possibilité de faire autrement ? Alors nous voici de retour sur votre plateau. Il est question dans cette réflexion du libre arbitre. Alors professeur, dites-nous,
c'est quoi le libre arbitre? Alors, le libre arbitre, ça prend de la couleur, ou bien alors c'est comme l'eau. Le vase qui contient l'eau donne la forme à l'eau. Alors, si vous êtes au tribunal, le libre arbitre, c'est que pourquoi vous aurez choisi enfreindre la loi au lieu d'en faire autrement. Donc, vous êtes condamné. Alors, si vous êtes à l'église, on va vous dire que pourquoi vous avez commis l'adultère. Bon, donc, ça prend la couleur, la forme du vase qui le contient. Voilà. Alors, mais en métaphysique, analyser le libre arbitre sous cette forme-là explique tout simplement que la société a manqué de responsabilisation des êtres humains. C'est-à-dire que personne n'a le libre arbitre à partir du moment où tu n'as pas ton nom nommé, où tu t'es nommé toi-même et que tu as minutieusement étudié. Tu ne peux pas avoir non plus le libre arbitre si tu es né d'un père, peut-être malfaiteur et tout, et que sa malfaisance a dû entraîner quelques conséquences sur l'enfant que vous êtes de ce père-là. Bon, par exemple, si au cours de votre vie, vous avez une très mauvaise réputation, tous les enfants qui sont les vôtres auront des difficultés de faire partie, ne seront pas facilement intégrés ou intégrables dans certains milieux. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que ce qui les arrive par eux-mêmes. Ça arrive comme une conséquence d'une vie qui était préparée ou prédisposée. Ils avaient une vie prédisposée à partir de leurs parents plus ou moins pas corrects. Alors, donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que du nom que nous portons, de la date de naissance qui aurait dû être étudiée et provoquer une naissance avant, ben vous êtes né un certain jour avec un destin totalement facteur de ces jours-là ou bien de cette date de naissance. Alors, l'heure de naissance et tout, ça crée complètement un mécanisme qui fait en sorte que certaines choses vous arrivent sans que vous soyez vous-même au courant de ce qui va vous arriver, ou alors sans que vous ne soyez capable de prendre des décisions pour que cela ne vous arrive pas. Donc, autrement dit, l'homme ne fait pas son destin, l'homme n'est pas acteur de sa vie alors. Alors, l'homme n'est pas acteur de sa vie à partir du moment où il ne s'initie pas. C'est pourquoi il faut une initiation. C'est pourquoi la métaphysique devrait être quelque chose qu'on devrait apprendre à l'être humain à partir du bas âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait savoir pourquoi on donne le nom à quelqu'un, pourquoi sa date de naissance ne correspond pas à son nom, les vibrations des chiffres de sa date de naissance ne correspondent pas au mécanisme vibratoire de son nom. Tout cela devrait être étudié avant que l'enfant ne puisse profiter par ricochet les atouts de son environnement familial d'abord, parce que au-delà de l'environnement familial, il y a l'environnement élargi, il y a l'environnement qui voudrait que vous alliez à l'école, il y a l'environnement qui voudrait que vous commenciez à prier Dieu, alors que peut-être c'est pas ça qu'il fallait faire. Il y a plein de choses. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, dans des sociétés comme dans les pays comme la France, certains parents n'envoient pas des enfants à l'école. On enseigne l'enfant à la maison. Parce qu'il évite la vaccination, il évite un certain nombre de contraintes qui l'obligent à faire certaines choses pour être sociabilisé. Bon, et ça, ces parents-là ont compris que vous ne pouvez pas donner une identité à votre enfant si vous êtes brimé par le conformisme. Alors, à partir du conformisme, il n'y a pas le libre arbitre. Donc, moi, je vois très mal, par exemple, bon, tout à l'heure, l'élément qui venait de passer, il y a les réactions du cerveau qui arrivent en retard par rapport au mécanisme de l'outil
qu'on essaie d'utiliser pour mesurer les réactions chimiques du cerveau par rapport à la décision à prendre. Mais on ne comprend pas ça. C'est parce que tout part du tube digestif, particulièrement du côlon. J'ai toujours eu à le dire ici. À partir de son gros intestin, se trouve tout ce dont le corps a fonctionné avec. Et tout ce dont nous avons besoin, et du moins le corps a besoin pour son fonctionnement en termes de minéraux, en termes d'oligo-éléments, en termes de vitamines, en termes de tout, pour la bonne circulation du sang. Et le cerveau ne peut que fonctionner si le sang fonctionne est de bonne qualité. Et c'est là que vous avez un bon cerveau. Et en plus de ça, avant même que le sang n'arrive, à partir des neurones du gros intestin, le système électrique ou alors électromagnétique interne envoie des signaux directement au cerveau à partir des neurones du côlon. Donc, professeur, vous êtes en train de nous dire que, en fait, le cerveau serait l'organe second dans le corps. Oui, ça veut dire le cerveau arrive en dernier. Bon, mais c'est comme si, on peut dire que tous les dossiers partent du chef du village, le sous-préfet, le gouverneur, le ministre, le premier ministre, le président de la République. Alors c'est le président de la République qui prend la décision, c'est ça le cerveau. Voilà. Moi, j'aurais aimé que vous nous expliquiez un peu plus le mécanisme de l'information qui quitte le gros intestin pour le cerveau. Oui, mais je dis, voilà, parce qu'il y a la circulation du sang. Le sang fait à peine 60 secondes, c'est pas quoi. C'est des choses on nous disait, je ne les ai jamais vérifiées moi-même. On nous a aussi dit que le sang est pompé par le cœur. Ah oui, bon, mais à partir de là, le cœur a son rôle. Il faut disséquer le corps humain par rapport au rôle de chacun. Bon, mais je parlais des neurones qui sont le cerveau du corps, du tube digestif. Alors, dans le cerveau du tube digestif, c'est au niveau du côlon. C'est le cerveau du tube digestif. Et c'est ce cerveau-là qui permet au cerveau que tout le monde connaît, au cerveau qui est dans la tête, qui est dans la tête, de présider sur le quotidien de l'être humain ou à travers ses douleurs, à travers de tous les mécanismes qu'il y a. Alors c'est pourquoi dans certaines langues, chez les Bantous, les Bassa disaient que le jour qu'on mange la viande du lion, c'est pas le jour-là qu'on attrape la gale. Alors ça veut dire donc que quand vous prenez certaines décisions qui doivent arriver d'abord au niveau, du moins traverser le tube digestif, arriver au niveau du côlon, et c'est pas un temps. Il se passe un temps. Et puis maintenant, l'information qui part du côlon au cerveau, il se passe un temps. Et le cerveau intervient en dernier ressort. Bon, alors, voilà. Je crois qu'en ce qui concerne le cours de sciences naturelles, ça pourrait se faire une prochaine fois, mais on va rester dans le libre arbitre. Moi, je voudrais comprendre quelque chose. D'habitude, nous commençons les émissions avec une chronique. Aujourd'hui, pourquoi avoir passé d'abord l'élément sur le libre arbitre qui n'est autre que notre réflexion avant la chronique? Alors, on l'a passé parce que nous allons parler de choses qui vont un peu aller dans tous les sens. Aller dans tous les sens, pourquoi? Parce que nous sommes des assimilés, nous sommes des éduqués, nous sommes des civilisés. Bon, l'homme civilisé, on lui dit 1 + 1 = 2, il répète. On lui dit Jésus était le fils de Dieu, il répète. Bon, prêt à taper sur quelqu'un, une chose qu'on lui a dit, qu'il n'a pas eu même le temps de vérifier, qu'il est en train de vouloir bagarrer sur ça. C'est ce qui fait la guerre des religions aujourd'hui. Bon, on lui dit Allah était le Dieu le meilleur, qui dépasse tous les dieux du monde, que l'humanité est présentée à travers leurs coutumes, ses coutumes et ses traditions. Alors, si quelqu'un mal parlait d'Allah, et le couteau. Bon, alors c'est tout un tas de choses que nous, en métaphysique, on observe autrement le monde. Et c'est pourquoi il faut dire, est-ce que l'homme est libre donc de prendre les décisions qu'il prend pour aller en guerre pour le pétrole, pour aller en guerre pour la religion, pour aller en guerre pour défendre la couleur de sa peau, pour aller en guerre pour défendre sa langue? Est-ce qu'il comprend même la vie
C'est la question que nous essayons, qui nous a amené à planter le décor ce soir avec le libre arbitre, avant de basculer sur la série d'émissions où nous allons parler de l'esclavage à base de la sorcellerie, et parlant du cannibalisme, le con, le femme là, tout ce qui se passe dans des pratiques qui, d'aucuns, parce qu'ils n'ont pas le libre arbitre, n'arrivent pas à appréhender l'existence de ces choses par eux-mêmes, puisqu'on ne leur a pas dit que ces choses existaient. Pour eux, ces choses-là n'existent pas. Alors donc, pour qu'ils comprennent que nous n'inventons pas de choses, on doit d'abord commencer par leur dire, vous n'avez même pas le libre arbitre pour pouvoir prendre une décision pour votre propre vie. À quelle forte raison pour des choses pour lesquelles vous n'avez pris aucune mesure, ne serait-ce que dans le sens de la culture générale, en dehors de ce qu'on a eu à l'école ou à l'église, ou alors en dehors de ce que le colon est venu avec en Afrique. Voilà. D'accord. Donc, je crois qu'on va rapidement proposer à nos téléspectateurs la chronique de ce soir. Nous l'avons tous compris, nous avons compris la raison pour laquelle nous avons commencé cette émission avec la réflexion sur le libre arbitre. Donc, je vous laisse le soin d'écouter la chronique et nous revenons juste après. L'esclavage sous forme de sorcellerie, le con et le fabla. Pour avoir scruté l'anatomie occulte de l'homme, on peut essayer de percevoir sous un angle ce qu'en est du commerce occulte dont l'homme est ici achalandé sur un certain type de comptoir comme principale marchandise. Ainsi, il serait élogieux de voir comment se passent les choses avec ces 7 différents corps s'agissant de la constitution occulte du corps de l'homme. Pour cela, allons décrypter certains aspects du cannibalisme ou du con et de fabla. Le tout avec en fond un être humain comme proie à manger ou comme esclave occulte. Le cannibalisme occulte. Disons que nous assistons souvent à des conversations portées sur le cannibalisme occulte, voire l'anthropophagie mystique. Ces échanges sont tenus par un grand nombre de gens, étant donné qu'il s'agit d'un sujet qui intéresse plus d'une personne. Bien que le commun des mortels le trouve plus ou moins énigmatique, cependant l'étonnement est d'autant plus grand lorsqu'on constate qu'il y a des gens qui, bien que cautionnant et alimentant le débat sur de tels sujets, avec une argumentation soutenue, et que ces personnes soient par ricochet ceux-là même qui, épisodiquement, finissent par se mettre à dire des choses et leur contraire en même temps. On sait par définition que le cannibalisme qui est du domaine occulte s'illustre sur un fait, celui de faire valoir son action de se nourrir de la chair humaine avec pour fond la sorcellerie. Un type de cannibalisme hors pair dont les acteurs se recrutent dans le monde des ténèbres. Mais il est impérieux d'admettre que ces faits sont régulièrement floués par le doute, de ne pas croire à l'existence de tels phénomènes. Au-delà des explications de fond concernant le cannibalisme occulte, il en sort que non seulement ces phénomènes existent bel et bien, mais ils sont purement et simplement du domaine de la sorcellerie. En revanche, l'ombre de doute que cela suscite fait délier les langues à travers des conversations, des commentaires qui vont dans tous les sens. Malheureusement, ces discussions concernent beaucoup plus des personnes non initiées. À les suivre lors de leurs échanges, on finit par constater qu'ils admettent qu'il y a des gens qui vivent du cannibalisme occulte, c'est-à-dire qui mènent une activité occulte en tant que sorciers, car ils parviennent de mettre à mort d'autres personnes pour s'en offrir un repas copieux et succulent. Voici de retour sur notre plateau. Vraiment désolé pour les images. Mais il faut qu'on le fasse pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors, professeur, on va commencer avec le cannibalisme
c'est quoi exactement? Bon, alors, il y a des gens qui mangent les gens. Bon, comme on peut dire que nous sommes du règne animal, des animaux mangent des animaux, c'est en font leur proie. Bon, l'être humain, entre guillemets, parce que humain c'est entre guillemets, quand on devient humain, on ne fait plus la guerre à l'autre. Quand on devient humain, on ne fabrique pas les armes qui tuent les gens, on fabrique plutôt la paix, on ne fabrique pas la guerre, on ne se mange pas entre soi. Donc parce que nous sommes encore à la dimension animale, malgré que nous n'aimons pas qu'on dise que nous sommes encore des animaux, mais c'est parce que l'être humain, entre guillemets, ne l'est que humain par, disons, comment on peut appeler ça, par arrogance. Parce qu'en fait, un arrogant ne sait pas qu'il est arrogant. Bon, et puis quelqu'un qui est imbu de lui n'est qu'un idiot. Alors l'idiotie n'est qu'un défaut, et ce défaut-là, l'idiot ne sait pas qu'il est idiot. Alors résultat, il est imbu de lui. Et nous disons donc que le cannibalisme a changé de camp, parce qu'aujourd'hui les gens mangent de moins en moins les gens. C'est vrai qu'il y a des régions du monde ou bien des pays où on mange des bébés qui n'ont pas pu vivre, donc des morts-nés, des cadavres des bébés et tout, on les mange officiellement, tout le monde sait qu'on est en train de manger, et puis même les placentas et tout, ça se mange bien. On mange, si on mange les souris vivantes et qu'on mélange avec une petite sauce vinaigrette, bon, et puis ça se passe complètement comme ça, et puis l'homme n'a pas encore atteint la dimension qui lui permet de dire qu'il est un humain. Alors donc, ce cannibalisme passant du côté occulte, là ça se passe sous une forme subtile. Alors quand je dis subtil, d'aucuns diraient spirituel, non, subtil ça veut dire que on vous tue. Dans la sorcellerie, on se partage de votre viande et qui va servir de nourriture. Alors, on va vous manger normalement. Donc, c'est ça le cannibalisme occulte, en fait. Parce que j'essaie de décrire ce qui se passe normalement au vieux sud de tout le monde. Bon, il y a des gens qui mangent la viande. Il y a eu des vidéos d'un groupe des Asiatiques au Gabon qui ont été pris en flagrant délit de disparition du personnel qui travaillait avec eux, c'est-à-dire une société qui vient d'Asie et qui embauche les Gabonais, et que de temps en temps un Gabonais disparaît, oui. Et alors qu'on l'a mangé. Bon, d'accord. Alors donc là c'est le cannibalisme normal, c'est-à-dire c'est une viande normale comme on attraperait le porc, qu'on a tout le temps avec à la maison, ou la chèvre ou le chien ou les chats, et puis on le mange. D'accord. Bon. Donc, mais moi, ce que moi j'aimerais savoir, je suis sûr que nombreux de nos téléspectateurs se posent cette question. Quand il s'agit du cannibalisme subtil, comme vous l'avez appelé, qu'est-ce qui se passe je vais dire, dans le monde des vivants, c'est-à-dire moi qui suis en train d'être mangé, à quoi est-ce que je ressemble pendant que cela est en train de se faire Alors là, ça se passe autrement. Voilà un enfant qui obtient son BPC à l'époque. Alors qui est dans un village à quelques 50 km de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Et dès qu'il voit son nom affiché, il est content, il traverse la route. On ne sait pas trop s'il avait regardé les voitures, s'il avait pris de la mesure pour qu'il ne se fasse pas écraser. Voilà que la voiture le cogne. Mais il n'est pas complètement écrasé, il est étouffé. Bon, et le sang coule. On le prend, on l'introduit à la morgue de l'hôpital central. Parce que cliniquement, il est mort, cliniquement. Oui. Alors, sa mère se rend compte que son enfant est décédé. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Et décide d'aller prendre son enfant et arrive à l'hôpital, demande à ce qu'on lui remette le corps de l'enfant. On lui remet le corps de l'enfant. À l'époque, il n'y avait pas trop de complications comme ça n'est le cas aujourd'hui.
Alors, elle arrive avec l'enfant 2 heures après l'accident à Yaoundé, le village, à peine 4 heures. Toute l'opération se passe avant 16 heures. Elle invite tout le monde, dans tout son voisinage, dont des femmes particulièrement et quelques hommes, oui, à venir. Et tout le monde vient, on est devant le corps de l'enfant, et dans une chambre qui n'avait qu'une porte, des fenêtres étaient juste des persiennes, donc il n'y avait pas moyen de sortir par la fenêtre. Oui. Alors elle se met à l'entrée de la porte avec un petit sac, un petit sacoche quoi, et avec une machette. Elle s'est tournée le dos, elle ferme la porte. Elle ferme la porte, donc elle se met dos, oui, elle fait barrière et elle dit: quand je suis venu en mariage, tout ce que vous faisiez avec moi, je vous disais que je ne voudrais pas faire partie de votre milieu. Vous avez refusé. Alors, mais moi, je n'ai pas mangé de quoi que ce soit, de qui que ce soit, et je vais vous rembourser toutes les parties des débris de corps et tout ce que vous m'aviez donné. Et je voudrais que dès que je vous rembourse ça directement, que vous laissez mon enfant tranquille. Sinon, je vais me mettre à vous saccager avec la machette ici maintenant. Alors, elle prend donc tel morceau de quelque chose, on ne sait pas trop quoi, elle jette, elle dit: toi, voilà ton morceau. Elle prend un morceau de bois. C'est-à-dire, au vu et su de tout le monde, on ne voit rien. On ne voit rien de bon. Mais c'est avec qui, et celle avec qui elle était là, savait de quoi il était question. Les gens regardaient à travers les persiennes de ces genres de fenêtres de maisons en terre battue où on laisse juste des petits trous pour que la lumière n'entre. Alors, quand elle a fait le tour, chacun a eu son morceau. Son enfant s'est réveillé immédiatement, s'est remis debout, sans aller voir un médecin. Bon, donc c'est ça le cannibalisme. Ces choses-là existent. Donc, personne ne peut prouver le contraire de ce qui s'est passé, sauf s'il nie tout simplement que c'est une invention. Voilà. Mais des choses pareilles existent. Alors, nous rappelons juste à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à l'émission en envoyant les messages via les numéros qui s'affichent au bas de leur petit écran. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de précéder le numéro par le plus 237. Alors, professeur, vous nous aviez expliqué avec un exemple palpable du cannibalisme. La dernière fois, dans nos éditions précédentes, nous avons parlé de la constitution occulte de l'homme. Alors, actuellement, quand, je vais dire comment, le partage ou le repas se passe de façon subtile, quel est le corps qui est mangé, de façon subtile, et puis qu'est-ce qui se passe donc une fois mangé? Vous mourrez de ce côté. Qu'est-ce qui se passe avec les autres corps? Bon, alors disons que peut-être qu'on va un peu vite en besoin, mais toutes les questions doivent être répondues au fur et à mesure, parce que sinon les gens vont rester dans leur soif. Alors, le corps physique est enterré. Tout le monde le voit enterré. Lorsqu'il y a un accident pareil, on voit le corps venir et on voit comment on l'a enterré. Mais c'est le doublet éthérique qui est retenu et qui met en rapport, les sorciers là en rapport avec le corps physique. Bon, ça veut donc dire que si le doublet éthérique, si le corps physique était directement déchiqueté, partagé au moment où il était couché là, il ne serait pas revenu en vie. C'est donc le doublet éthérique qui avait été pris en otage et qui était en voie d'être mis en morceaux et partagé. Alors, mais sauf que ça s'est matérialisé cette fois-là et c'est un peu complexe à expliquer. Parce que si ça ne se matérialisait pas, la bonne dame qui avait gardé les morceaux
reçue des unes et des autres et des uns et des autres, parce que c'est une confrérie des sorciers. Celle-là, elle était avec un homme qui était unique à sa mère, elle-même elle était unique à ses parents, et son mari, son père n'existait plus, et à l'arrivée, en entrant en mariage chez ce monsieur, la mère de ce monsieur décédait quelque temps après. Ils étaient que à 2. Bon, donc il a réussi aussi à faire qu'un seul enfant parce qu'on avait bloqué son ventre, et comme il faut parler dans le langage terre à terre, oui. Ses bébés étaient, c'est pas moi, il n'arrivait pas à faire d'enfant, sauf l'unique garçon qu'elle a eu l'occasion de donner. Qu'on a mangé. Et qu'on voulait manger. Alors qu'on a voulu manger. Bon, alors donc, elle a dit non, vous ne pouvez pas le manger. Alors donc, si on avait déchiqueté déjà le corps, que serait impossible que ça revienne. Mais puisque c'est le doublet éthérique qui était concerné, alors c'est revenu, tout a été lâché et tout est remis en ordre. Alors maintenant, la matérialité ou la matérialisation des éléments qui permettent à ce que cette dame-là laisse signifier que voilà ce que vous m'aviez donné était physique. Mais sauf que c'était pas vu par tout le monde. Oui, ceux qui regardaient. C'était physique, donc il y a un chevauchement entre le doublet éthérique et le corps physique. Parce que sinon, ça ne se matérialise pas. Et bon, donc c'est là où il y a la complexité, oui. Que peut-être que je n'arrive pas à expliquer. Voilà. Alors tout à l'heure vous avez dit que si le corps physique avait été déchiqueté, le garçon ne serait pas revenu. Ouais, là je précise, si ça avait été déchiqueté par les sorciers, oui. Qu'on le déchiquetait, parce que si même l'accident prenait n'importe quel sens, il revenait. Donc ça veut dire que dans le cannibalisme, on peut utiliser le corps physique ou alors en partie, le double éthérique. C'est bien cela. Bon, maintenant, le double éthérique qu'on utilise, parce que dans l'exemple que vous nous aviez donné tout à l'heure, l'enfant a fait l'accident. Sa maman revient, elle prend son corps, elle rembourse, si on peut appeler ça. Oui, elle rembourse les morceaux oui, qu'elle avait reçus. Et son enfant revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le double éthérique de cet enfant n'était pas encore dans les ventres des sorciers? Non, c'est qu'on ne peut pas toutefois tuer quelqu'un ou manger seulement, non. On met d'abord non, on se partage normalement. Donc il n'était pas encore mis sur le plancher pour être partagé en disant bon voilà, toi tu prends tel morceau ou tu as trop mangé de nous et nous on prend le gros morceau, toi-même le propriétaire du butin, tu ne prends que le petit morceau aussi. C'est un partage normal. Elle n'a pas attendu que cela se produise, mais le corps était déjà là et le butin était déjà là, je vais dire. On attendait partager le butin. Donc ça veut dire qu'une fois le butin partagé, il n'y a plus possibilité que... Alors là, ça devient trop compliqué. Parce qu'il faut que chacun accepte et remettre. Et cela, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Là, il faut faire intervenir maintenant quelqu'un qui fait dans la médecine traditionnelle d'un très haut niveau. D'accord. Donc, professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé, au tout début de l'émission, on a parlé du conte, du famla et du cannibalisme. Quels sont les liens entre ces... Bon, on verra les liens. On verra les liens. Oui, parce que ne faisons pas en une édition toutes les autres. Donc, c'était juste pour comprendre... Ça permet aux autres d'être accrochés et scotchés à Canal 2 tous les mardis à partir de 23h. Pour bien suivre ce qui se prépare pour gouverner. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la construction occulte de l'homme, on avait vu qu'on avait 7
7 corps. Bon, tout à l'heure, vous nous aviez dit que le double éthérique et le corps physique, voilà ce qu'on utilise le plus souvent dans le cadre du cannibalisme. Alors, que deviennent les autres corps? Bon, alors les autres corps se mettent à l'écart. C'est comme une voiture qui s'est gâtée, hein, broyée, et puis le chauffeur n'est pas mort. Oui. Il se met à côté, regarde l'état de la voiture. Bon, c'est tout. Parce que par exemple, l'âme qui gouverne dans le corps ne meurt pas, quel que soit le choc. Bon, on ne la mangera jamais. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est susceptible d'être, permettez-moi l'expression, cannibalisé? C'est-à-dire, Bon. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui sont, je veux peut-être naturellement protégées contre le cannibalisme, ou alors tout le monde, du moment où on est un être humain, on peut se retrouver dans cette situation? Bon, alors tout le monde peut être mangé par le lion, qui est un prédateur pour le genre animal. Le lion ne va pas aller manger le bois, il va manger les animaux, il mangera l'homme. Mais est-ce que le lion réussit même à manger tous les animaux, malgré que parfois certains de ces animaux sont à sa disposition? On lui fait courir pour finir lui-même et se fatigue. L'animal part. Bon, donc, on ne peut pas dire que d'un côté, on ne peut pas être cannibalisé, de l'autre côté, on peut. Non, ça dépend de comment vous êtes né, ça dépend du fait d'être initié. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a une certaine protection que d'aucuns n'ont pas. Oui. Mais tout le monde peut avoir les mêmes protections, parce qu'il y en a des protections qui se préparent et il y a des protections innées. C'est-à-dire vous êtes né avec un potentiel de protection comme un patrimoine. Alors tout comme vous pouvez donc vous prémunir de ces prédateurs en essayant de vous protéger comme quelqu'un qui s'est vacciné contre, je ne sais pas moi, quel virus ou quel microbe. Alors donc vous pouvez vous mettre dans le déterminisme de quelqu'un qui dit telle chose ne peut pas m'arriver, non, ne doit pas m'arriver. Parce que quand on dit ne peut pas m'arriver, c'est pédant. Hein? Parce que quelqu'un va dire avec Jésus-Christ rien ne peut m'arriver, alors tout lui arrive. Parce qu'il ne sait pas utiliser Jésus, alors ou quoi, on ne sait pas. Mais moi, puisqu'on parle de pédant, et que tout à l'heure nous avons commencé avec le libre arbitre. Donc, est-ce que quelqu'un ne peut pas dire, moi je ne peux pas être cannibalisé en termes de libre? C'est vrai que nous avons vu tout à l'heure qu'on n'a pas de libre arbitre. On décide parce que c'est la conséquence de ce qui a été vécu et autres. Alors, quelqu'un ne peut pas dire, je ne peux pas, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. C'est faux. Simplement parce que il se met d'idée que lui n'est pas comme les autres. Qu'est-ce qui te prouve que tu n'es pas comme les autres? Qu'est-ce que tu as mené comme action te permettant de constater que en réalité tu n'es pas comme les autres? Rien. Alors, mais tu n'es pas comme les autres, c'est juste un problème d'orgueil. Ou tu trouves que les autres sont minables ou comment, on ne sait pas. Alors, mais si on voudrait dire qu'on n'est pas comme les autres, on arrange sa vie. C'est ce que nous essayons d'expliquer plusieurs fois à cette antenne. Alors, on fait un choix de vie, entre guillemets, parce qu'en fait, même le choix de vie là, un facteur de votre capacité de transcender un certain nombre de preuves, d'embûches et de barrières. Alors, par exemple, vous pouvez, on a beau dire qu'il faut faire un régime alimentaire, qu'il faut éviter de manger des protéines animales, qu'il faut. Alors, en montrant le doigt à une personne, 3 doigts vous regardent, est-ce que, par retour, toi qui dis aux gens ne mangez pas de viande, toi-même tu ne manges pas de viande, toi qui dis aux gens ne mangez pas de poisson, tu ne manges pas de poisson, et tu vas même ne pas manger de poisson, de viande, mais tu vas mal cuisiner des substances alimentaires que tu as dû choisir parce que tu ne sais même pas comment utiliser ce qui sort du sol pour que ça soit naturellement consommé. Tu ne sais pas. Donc, il y a des études qu'il faut mener. À partir de là,
ce n'est donc plus un libre arbitre, mais c'est une vie conséquente. Vous vivez conséquemment. Parce que si c'est le libre arbitre, vous choisissez de ne pas manger de viande, de ne pas boire de bière et tout, mais vous mangez de n'importe quoi. Pire que celui qui boit la bière et qui mange des viandes. D'accord. Alors, nous avons vraiment beaucoup de messages. Donc, ce que moi, je vous propose, professeur, c'est de faire passer déjà les messages, les questions des téléspectateurs. Oui. Alors, lorsque le corps physique est utilisé pour manger, que devient le double éthérique? Alors, le double éthérique disparaît et reste le réceptacle, comme je le disais dernièrement, qui permet à ce que vous restez quand même imprimé dans l'astral. On peut vous rappeler toujours. Donc, il y a une partie qui échappe le milieu cannibaliste. Aux mangeurs, quoi. Oui, qui les échappe parce que c'est comme si tu mangeais le corps, mais tu ne buvais pas le sang d'un animal. Donc, une partie de l'esprit de l'animal se retrouve du côté de son sang et qui sera versé. Et vous n'allez manger que de la chair. Ça se passe parce que chaque chose a toujours son double. Il y a toujours ce que les Occidentaux appellent la dualité. Donc, il y a toujours un côté palpable et un côté intangible. Subtil. Voilà. Et là, même sur des choses imperceptibles, il y a toujours la possibilité d'aller dans son double. Et une partie ne peut donc pas être retenue par du fait que ça a une autre force et un autre sens vibratoire. D'accord. Alors, comment savoir qu'une personne est morte de sorcellerie lorsqu'on ne fait pas partie du cercle de cannibales, de mangeurs d'hommes? Et aussi, est-ce que, ça c'est un auditeur, un téléspectateur qui l'envoie, est-ce que le cannibalisme existe de nos jours? Alors, rien n'existe de nos jours tant que le blanc est venu dire que ça n'existe pas. Mais le mot ne disparaît pas. Parce que quand on commence à poser des questions, là, je vois le regard. Parce que des questions pareilles suscitent le fait que, oh, bon, c'est dépassé. Mais attends, pourquoi on n'a pas effacé le mot là du dictionnaire? Bon, alors donc ça fait rire souvent lorsque les gens ils pensent qu'avoir été à cette école du blanc là les permet ne les permet plus de réfléchir. C'est ce qui fait que le blanc dit que le noir ne réfléchit pas. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le blanc pense que nous ne réfléchissons pas. Et en réalité, nous ne réfléchissons pas. Nous, on va à l'école pour les diplômes. Le blanc, lui, il va à l'école pour ajouter quelque chose dans son cerveau pour rester supérieur aux autres races. Voilà. Donc, on a un téléspectateur, bonsoir. Est-ce que c'est possible qu'après la mort d'une personne, cette personne revient au bout d'un certain temps? On va parler de ça lorsque nous allons entrer dans le Congrès de femmes. Là, pour le moment, on ne répond pas aux questions qui se préparent, qui doivent être répondues ultérieurement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la double face dans la sorcellerie? Bon, je ne sais pas, parce que moi, je fais ma sorcellerie sur le plan occulte. Bon, la question peut-être a une connotation sur un autre plan. Oui. Bon, je sais qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui est normal, qu'on connaît, que nous tous nous connaissons. Peut-être moi-même, je peux être comme ça, je suis sorcier, on me voit bien, un homme normal, peut-être très gentil, mais sauf que le double face, ou quoi, qu'est-ce qu'il dit? C'est quelque chose qui fait que le sorcier est l'ennemi qui vous embrasse bien pour vous étouffer. Donc vous le connaissez comme un ami alors que ce n'est pas votre ami. Parce que la caractéristique du sorcier, c'est la haine. Ce n'est pas détester. Parce que détester quelqu'un et haïr quelqu'un, c'est deux choses différentes. Quand vous haïssez quelqu'un, vous êtes sorcier même sans avoir une double dimension et qui vous permet de vous déporter vers quelqu'un pour le détruire. Vous commencez à le détruire à partir de la pensée. Parce que la première magie chez l'homme, c'est la pensée. Donc toutes les pensées négatives que vous déversez sur la personne peuvent avoir une influence sur celle-là.
pour le peu qu'il y a des raisons que cette influence ait lieu. Ça peut être des raisons du fait de la personne, de sa fragilité, tout comme ça peut être une raison raisonnable parce que cette personne est redevable de quelque chose. D'accord. Alors, la viande humaine qu'on mange là, elle est cuite ou alors elle est crue? Elle est crue. Elle n'est pas cuite? Non. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des signes visibles physiques qui montreraient du cannibalisme en fait? Alors, les signes visibles et physiques du cannibalisme sont comme quand vous voulez faire l'AVC. Quand vous tombez seulement une nuit le matin, on vous prend avec l'hémiplégie. Et parfois, ça ne se prépare pas. Donc, c'est des choses assez complexes. Voilà. Il peut bien avoir des signes et tout. Lorsque vous avez eu la chance de rencontrer un voyant avant, il peut vous parler de ce qui vous attend. Et cela, vous pouvez négliger parce que ce genre de choses ne vous intéressent pas souvent. Voilà. Alors, comment savoir comment nous sommes nés? Je crois que le téléspectateur voudrait parler de l'héritage qu'on a reçu à travers le nom qu'on a et tout le reste. Alors, moi, je dis c'est compliqué parce que chacun doit veiller sur lui. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire qu'en métaphysique, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Ne prenez pas votre vie et donnez ça à quelqu'un cadeau. Ne fût-ce qu'un thérapeute, ne fût-ce qu'un religieux, ne fût-ce qu'un médecin, ne fût-ce qu'un guérisseur, ne fût-ce qu'un parapsychologue, ne fût-ce qu'un métaphysicien. Cadeau, votre vie, ce qui vous arrive, ayez seulement vos yeux à vous pour pleurer, n'indexez pas les gens. Chacun doit prendre sa vie en main. Lorsque vous prenez votre vie en main, ça vous permet d'entrer n'importe où, discuter des problèmes qui concernent votre vie avec qui que ce soit, tout en restant sérieux. Vous allez constater que voilà une personne qui peut m'aider, voilà l'autre qui ne peut pas m'aider. Si vous ne le faites pas, les prédateurs sont nombreux. Il n'y a pas que des prédateurs dans la forêt. Nous sommes dans une jungle. Alors vous allez tomber dans une situation où, avant que vous ne compreniez que vous avez fait erreur à faire confiance à quelqu'un, ou à un médicament, ou à une potion magique et tout, c'est quand vous avez déjà votre cancer provoqué par le médicament ou par quelque chose qui n'aurait pas dû être le cas. Voilà. Alors, comment est-ce que... d'où viennent les pouvoirs ou alors la possibilité d'être cannibale? D'où est-ce que cela vient? Et puis, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître quelqu'un qui est cannibale? Alors, les gens dans notre vie, nous pouvons développer des pouvoirs à l'état latent sous forme d'atouts positifs. Tout comme nous pouvons développer les pouvoirs à l'état latent en des atouts négatifs. C'est comme des gens qui peuvent s'intéresser à la magie noire, celle qui consiste à détruire les vies, à détruire les autres ou bien à posséder les autres ou à se servir des autres. Le cas des Européens qui ont toujours fonctionné sur la base de la magie noire, et c'est cette magie noire qui les permet d'avoir le bâton à feu qu'on a finalement appelé l'arme à feu. C'est cette magie noire qui les permet de faire l'exploration des continents en continent et devenir des grands prédateurs du monde, et aujourd'hui des donneurs de leçons, des messieurs qui savent tout et puis qui ont la communauté internationale. Oui. Bon, alors donc ils ont développé plutôt la négation, et qui est une forme d'énergie qui dorme en chacun de nous, qui se développe à l'état d'éveil et va dans tous les sens. Vous pouvez l'amener, vous pouvez vous déporter à faire des choses qui sont nuisibles, tout comme vous pouvez vous mettre à faire des choses qui sont utiles. Oui. Alors donc qu'est-ce qui fait on devient cannibale? On le devient soit de manière classique, ceux qui tuent les gens et exploitent leurs organes et tout,
font un certain genre de cannibalisme qui n'est pas seulement là pour manger de la chair, mais c'est pour prendre les organes et les utiliser à des fins occultes. Bon, là c'est un autre genre de cannibalisme. Entre guillemets, et qui part du fait d'avoir développé des pouvoirs à l'état latent qui vous donnent beaucoup de l'imagination comment dominer sur autrui. D'où l'impérialisme, la domination de l'homme par l'homme. D'accord. Alors, mais professeur, pour nous autres qui n'avons pas les yeux de l'au-delà, si on peut appeler ça comme ça, donc de ceux-là qui mangent les gens de façon subtile, comment nous, ici, nous pouvons reconnaître que ce décès est naturel ou alors... C'est trop compliqué. Tous les décès chez nous sont bons, surtout que nous avons été formatés par le christianisme et par l'islam. Ça ne nous permet plus aujourd'hui de revenir au-dedans de nous et d'obtenir des messages, ne serait-ce que au cours d'un rêve. Parce que d'emblée, nous barrons la voie à ces messages en disant c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Parce que lorsque le pasteur vient lors d'un deuil et commence à faire son homélie pour chercher son gombo, il remplit le nom de Dieu dans les oreilles des gens au point où on ne peut même plus rien imaginer. Et ça arrange bien le noir que nous sommes, parce que le noir, quand tu meurs, bon, on dit, il partait chercher quoi là-bas? Contrairement au blanc, quand un blanc est tué, ils disent, la mort qui commence comme ça, ça risque de nous retrouver. Réunissons-nous vite pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour barrer la voie à la mort. Bon, alors nous, l'église est venue en Afrique. L'Afrique a plus d'églises parce que rien que la ville de Lagos, le Nigeria, celle a 10 000 églises. Le Cameroun, Yaoundé a 4 000 églises. Bon, alors, pendant que les pays bien assis, la Suisse, Finlande et tout, l'économie marchait bien, on compte 20 églises ou 30 églises, 23 églises maximum. Alors, on comprend bien que nous sommes là pour rêver, au lieu de s'auto-prendre en charge. Voilà. D'accord. Donc, nous avons quelqu'un qui voudrait savoir, est-il possible que quelqu'un mort et enterré 10 ans plus tôt, que son corps reste frais pendant les 10 années qu'il a passées dans la tombe? Bon, alors là, je ne sais pas, je ne vais pas répondre aux questions pour répondre. Parce que là, ça sort du sujet. En fait, parce qu'il complète la question en parlant des rides de crâne au point où quand on revient récupérer le crâne, on retrouve le crâne saignant avec... Alors, mais là, c'est autre chose. Les gens qui sont liés à la tradition, parce que j'aime quand on précise la question, qui sont liés à certaines traditions ne sont pas des gens qui sont les n'importe qui. Parce que d'autres gens ont quitté leur village, venir en ville dire que la tradition, ça ne les regarde pas du tout. Bon, ils oublient que les arrière-grands-pères avaient trouvé cela. Les arrière-grands-pères, les grands-pères, les pères, eux aujourd'hui, ils disent ils ne sont pas là. Alors, c'est des signes donc qui prouvent que ce corps-là, qui sont dans une lignée traditionnelle avec des rites. Oui. Il est fort probable que vous trouvez quelqu'un qui mort depuis, mais c'est comme si son cadavre... Il est toujours... Parce que des choses ne se sont pas passées comme ça, c'est des vrais. Là, l'autre, là, vraiment, la réponse est simple. Chacun doit observer la tradition de son village, de sa famille, chacun. Il ne faut pas se dérober de ces histoires-là. On a beau fuir nos langues, on ne veut pas les parler. On a fui nos noms. On est les Jean-Baptiste, les Simon, les Pierre, les Herman, les Laure Agathe et tout. Je vous assure que tout cela nous désavantage sur le plan métaphysique. Voilà. Alors, est-ce que les couches de nuit, les poisons de nuit sont-ils liés au cannibalisme? Mais oui, c'est des signes qui peuvent aller jusqu'à vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas le cannibalisme dans la formule où vous serez mangé. C'est l'épuisement, c'est d'autres mécanismes que nous allons étudier. Je pense que quand on aura affaire
une étude sur les couches de nuit. Nous allons nous révéler dans les conditions normales qui auront avec la possibilité de répondre à des questions du genre. Parce que moi, je n'aime pas aller dans tous les sens. J'aime essayer de me circonscrire sur le thème pour mieux, pour être très productif, quoi. Alors, la toute dernière question. Est-ce que manger de la chair humaine nous procure des pouvoirs ou alors plus d'énergie? Oui et non. Oui, parce que quand on mange la viande du chien, avec, dans un rituel avec des remèdes, on a les forces qu'à manger les viandes comme ça. Quand on mange la viande du chat avec les remèdes, il est prouvé que c'est difficile que vous mourrez d'accident. Un accident peut vous frapper, mais tant que vous ne rentrez pas dans votre village, vous ne mourrez pas. Bon, c'est trop de souffrance peut-être, de traîner avec, de trimballer la mort avec soi, parce qu'il faut aller mourir chez soi, mais tout au moins, vous arrivez chez vous. Bon, donc il y a que quand on mange de la viande humaine, dans un cadre précis, ce n'est pas gratuit. Mais quand on mange la viande humaine, comme je disais tout à l'heure, qu'on mange les placentas, les morts-nés et tout, et qu'on aille dans un chantier avec les gens, on tue un des manœuvres là-bas, on mange, c'est de la viande. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Malgré que, ou bien la viande de l'homme n'est pas comme la viande des autres animaux, nous mangeons du sel, nous mangeons plein de choses, nous sommes trop diversivores, donc il est probable que nos viandes soient complètement différentes des autres viandes. Parce que la viande du porc n'est pas comme la viande de la vache. C'est une viande plus souillée que celle de la vache. D'accord. Alors, professeur, moi, je voudrais juste vous dire de façon générale, les questions qui nous reviennent tournent toujours autour comment savoir que tel décès, c'est le naturel, comment se protéger. Ça, c'est juste des pistes que nous vous si quelqu'un a un problème qui l'embête, il va poser ça hors antenne. Oui. Au numéro de téléphone qui l'a permis de faire le message, parce que trop de questions sur des choses subtiles à expliquer à l'antenne avec très peu de temps, on ne serait pas efficace. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous donnais cette idée pour que déjà pour les prochaines émissions. Ah oui, on n'est qu'au début, on n'a que fait 3 minutes d'une série d'émissions, parce que la chronique n'a été montée que pour 3 petites minutes. Je crois que l'ensemble de tout ce qu'on a à dire, peut-être ça va faire une dizaine, une vingtaine de minutes, je ne sais pas. On y ira pas à pas jusqu'à peut-être l'épuisement, parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi les Noirs ont été esclaves, comment la colonisation a pu avoir lieu, qu'est-ce qui s'est passé après l'abolition de l'esclavage, pourquoi la France a décidé à un moment donné de dire que tous ceux qui naissent en France sont des Français, parce que des esclaves venus d'Afrique, par le biais du Congo et des femmes là, se sont mis sur le territoire français et ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine, ne connaissant même pas d'où ils sortent. Il faudra tout expliquer. Je crois que il y a de la matière, chers téléspectateurs. Voilà. Il y a tellement à dire et le professeur que voici va faire l'effort, bien entendu. Et nous, en studio, nous allons vous donner le meilleur de tous ces éléments. Alors, professeur, un dernier mot vraiment très rapidement pour conclure l'émission. Alors, on va parler d'esclavage occulte dans la série de l'esclavage à base de la sorcellerie, dont on va commencer à entrer petit à petit. La prochaine édition, je crois bien, si le temps ne va pas jouer contre nous, on parlera de l'esclavage occulte. Voilà. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir prêté une fois de plus votre attention ce soir. J'espère que cette soirée vous a apporté beaucoup dans votre quête de la connaissance et surtout vous a fait grandir, vous a rendu un peu plus mature que vous ne l'étiez avant cette édition. Moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. Merci pour votre attention et bonne soirée à vous.